professeur, 10 ans que ça dure. Docteur Moïse Mbok pense que c'est davantage du banditisme actuellement sur le terrain. Vous êtes de cet avis? Oui, mais comme on dit, on fait son lit comme on se couche. Ceux qui ont sémé ce chaos, c'est eux qui sont principalement responsables de ce qui se passe. Et on le leur avait dit dès le départ. Là, vous parlez de qui? Je parle de ceux qui ont sémé le chaos, qui ont cru qu'ils pouvaient sortir de la République du Cameroun par la violence, au nom de la marginalisation, vraie ou fausse, de nos concitoyens d'expression anglaise, que nous appelons commodément les anglophones. Vous savez, les problèmes communautaires et culturels sont des problèmes très difficiles à gérer pour les sociétés, parce qu'ils fonctionnent largement sur des effets de perception. Le problème est simplement lié à la configuration du Cameroun. C'est-à-dire le seul fait que ceux que nous appelons commodément les anglophones soient beaucoup moins nombreux que les francophones est déjà perçu comme un facteur d'oppression, avant même qu'il y ait ou pas des effets de marginalisation. Ça veut dire que les minorités extrêmes se sentent systématiquement en danger. Qui est danger ou pas? Bien, l'État du Cameroun a fait ce qu'il a fait pour essayer de corriger. Il peut même encore aller plus loin. Encore que même quand il essaie d'aller plus loin, ça suscite des effets paradoxaux. Parce que l'une des choses, c'est quoi? L'une des choses, c'est que pour résoudre les problèmes d'asymétrie, il y a une solution simple, mais que personne ne veut. C'est la création d'un seul système, avec 2 langues. Oui. Mais si vous le dites, vous aurez une opposition fondamentale venant de la partie anglophone du Cameroun. Puisqu'il y a même déjà un autre problème qui se pose contre les anglophones d'origine francophone, qui sont présents dans le système de formation anglophone. Qui sont de plus en plus nombreux. Oui, mais qui pose un problème parce qu'on considère qu'ils viennent encore occuper des places qui sont censées être celles des anglophones. Vous voyez la complexité du problème. Malheureusement, les violences vont continuer pendant encore au moins 25 ans. Malheureusement. Et ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Pas un peu... Voilà pourquoi il ne faut jamais... Non. Voilà pourquoi il ne faut jamais entrer dans ce genre de mécanisme. Quand on disait aux gens, attention, ils pensaient que c'était des amusements. Quand je vois des Camerounais appeler, la guerre ici de part et d'autre, le jour où ça arrive, vous voyez ce que ça signifie. Ce n'est pas un jeu. C'est clair. Ensuite, moi je connais bien les gens qui ont animé cette affaire depuis le départ. Et ce n'est pas une affaire de corporatif. On vous raconte des histoires. C'est quelque chose qui a été préparé pendant près d'une décennie. Et à partir de 2010, ça a été préparé de manière systématique. Ce n'est pas une affaire de corporation. Les avocats ont fait que c'est des histoires. Et je vous parle parce que moi, j'ai eu toute la documentation parce qu'ils pensaient que je leur étais favorable. C'est clair. Ils pensaient que je leur étais favorable. Donc, j'ai eu tout la... C'est pour ça que je disais que ce qu'ils vous racontent là, ça va conduire à autre chose. Maintenant, il faut réparer. Mais la réparation se fait d'abord de l'intérieur. C'est ça. Parce que les dégâts sont d'abord intérieurs. Les frères ont tué les frères ont tué les sœurs ont tué les frères. Et ça fait beaucoup de dégâts dans les communautés à la base. Avec un esprit de vengeance. Quand je sais que c'est vous qui avez fait tuer ma famille, un jour ou l'autre, je vais aussi essayer de me venger. Ça, c'est l'une des choses les plus difficiles à régler dans ces 2 régions-là. C'est-à-dire les rancunes qui naissent des violences qui ont été commises par des gens qui vivent dans les mêmes communautés. Et c'est très difficile à réparer. Deuxième chose, vous suscitez une affaire comme ça, vous mettez donc des armes, c'est-à-dire un instrument de pouvoir coercitif dans les mains des populations de base. Après, vous êtes surpris qu'il y ait le désordre.
On n'entre pas n'importe comment dans une dynamique de mobilisation armée. Voilà pourquoi les fronts de libération font un travail d'éducation politique. Si vous ne faites pas ce travail, après vous êtes surpris que ce soit des bandits qui passent le temps à faire des kidnappings, à rançonner les gens, à menacer les gens, jusqu'à menacer même les gens qui les soutiennent. Ouais. Il y a plein de groupes sociaux ici qui ont soutenu ce mouvement. Après, c'est eux-mêmes qui ont fui pour aller demander à l'État du Cameroun, venez nous protéger. Il y a des gens qui faisaient des messes basses, au sens propre du terme. Quand on a commencé donc à attaquer ces confessions, c'est eux qui sont encore allés voir l'État du Cameroun, venez nous protéger. Voilà donc les risques de la violence. Ça va être difficile à réparer. Maintenant, l'État a mis en place le statut spécial. À l'État du Cameroun, de lui donner une vraie profondeur. C'est ça. Il faut prendre les choses au sérieux. Si on dit statut spécial, on donne à ce statut spécial une vraie profondeur qui essaie donc d'intégrer les attentes qui sont les attentes des gens qui viennent de ces régions. Encore qu'au niveau de la complexité nationale, M. Elimbi Lobé, qui était au dialogue national, le sait, quand on a dit statut spécial pour le nord-ouest et le sud-ouest, d'autres régions sont venues aussi revendiquer. Moi, j'étais contre le statut spécial. Voilà, oui, vous étiez comme, vous savez que d'autres régions ont donc voulu aussi avoir d'autres régions. Voilà, le statut spécial. C'est ça donc la complexité de la gestion. La reconstruction va se faire difficilement. Parce que le problème, il est d'abord mental, moral et culturel. Il faut d'abord soigner les têtes. C'est quand ces têtes-là seront complètement soignées qu'on pourra également réparer l'environnement matériel, le rétablir. Parce que, je finis là-dessus, beaucoup de choses ont été détruites. Le travail de l'État, en termes d'équipement, a été détruit. Oui. Le travail social même fait par les ressortissants de ces régions, tout ce qu'ils ont construit comme acquis, les écoles, tout ça a été détruit. Donc finalement, le résultat de ce mouvement-là, c'est quoi? C'est le mouvement même qui a donc vraiment marginalisé les deux régions, en détruisant déjà ce qu'il y avait et en créant des besoins supplémentaires pour l'État qui à la fois doit gérer le problème au niveau militaire et sécuritaire et doit maintenant le gérer au niveau social et économique. D'accord. Abel Elimbi Lobé, ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'on doit pouvoir lire cela comme l'inefficacité des mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics? Oui, bien sûr. Si vous avez un problème et que vous élaborez les solutions et que le problème persiste, c'est que la solution ne correspond pas au problème. C'est simple. On a dit des choses extrêmement importantes qui me font vous dire une fois de plus à vous tous qui nous écoutez que le père spirituel de ce pays s'appelle André-Marie Mbida. C'est lui qui nous a amenés au premier gouvernement sans verser une seule goutte de sang. Et tous ceux qui ont appelé à l'effusion de sang au nom de l'engagement politique, aucun d'eux n'est arrivé au pouvoir. Je suis contre l'utilisation de la violence en politique. Toute forme de violence. Je l'ai dit depuis toujours. Et il persiste dans ce pays des individus qui magnifient, qui font ouvertement l'apologie de l'utilisation de la violence. On prend des criminels qui ont versé le sang, on dit qu'ils sont des héros. Et au nom de la liberté d'expression, cela se dit tous les jours. Vous voyez donc ce que l'utilisation de la violence amène? Parce que la violence porte en elle-même quelque chose qui lui est consubstantiel, c'est l'engrenage. C'est l'engrenage. Expliquez-moi un peu. Ceux qui ont coupé la tête de Florence Ayafor, qui était anglophone, devant les caméras de télévision, ils menaient quel combat politique? Quand on a égorgé Florence Ayafor, depuis que toi tu es né, tu as déjà vu on égorge un être humain. Vraiment. On prend sa tête comme ça, on montre. C'était pour obtenir quel résultat politique? On voulait quoi?
Quand tu veux l'indépendance, tu égorges Florence Ayafor. C'était Ayafor qui refusait l'indépendance. Je ne comprends pas. Cette question, je peux la ramener à maintenant. Quand vous voulez les bons résultats des élections, vous allez détruire la maison du recteur. Vous brûlez la maison de Fempan pour Denise. Donc, tout ce qui instille dans la culture qui se met en place l'idée que l'action violente peut donner des résultats parce qu'en face, vous avez des gens qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre. Ils se trompent. Parce qu'une fois que vous mettez la lutte politique dans le registre de la violence, vous utilisez des gens que vous n'avez pas éduqués. Parce que, a priori, vous n'éduquez personne pour être violent. Et sur lesquels vous n'avez même pas contrôle. Vous utilisez des gens dont vous n'êtes pas certain de contrôler jusqu'au bout. C'est ça. Vous utilisez des gens qui peuvent avoir des valeurs morales et politiques autres que les vôtres. C'est ça. Et qui, à un moment donné, vont donc vous échapper pour se livrer à ce qu'elles veulent elles-mêmes. Les tueries qui se sont toutes, sans exception, la plus fantasmagorique a commencé avec celle d'Ayafor. Elles se sont poursuivies. Aucune d'elles n'était une tuerie politique. Ceux qui ont effectué ça, personne ne les connaît comme des acteurs politiques. À l'avance de la tuerie ou après la tuerie, il n'y a jamais eu une revendication politique pour dire que nous égorgeons Ayafor parce que nous voulons ceci. Donc nous avons toujours été, dès le début... On s'attaque à la communauté Bororo. Vous attaquez à la communauté Bororo. C'est ça qui va avec des massacres systématiques dont les donneurs de leçons ne parlent jamais. Parce ce sont les Bororo qui vous marginalisent. Voilà. Ce sont les Bororo qui nomment les gens. Si vous êtes fâché parce que vous n'avez pas de postes, c'est les Bororo qui donnent des postes. Les vaches Bororo que vous avez égorgées, vous avez tué, vous avez détruit ce bétail, ça contribue à la solution de quel type de problème? Mais quand j'ai fini de dire ça, je reviens ici pour dire ce que j'ai dit au grand dialogue. Cette culture qui veut que le contrôle politique soit adossé sur des considérations démographiques du genre, nous sommes les plus nombreux, est un comportement porteur de germes de crise politique partout dans le monde. En Ukraine, la minorité russe, à qui on a dit dorénavant vous n'allez plus parler russe, sont entrés en guerre. Et la guerre dépasse les Ukrainiens aujourd'hui. Et quand les Russes disent donnez-nous alors nos frères russes, vous restez avec votre Ukraine, ils refusent. Mais en même temps, ils ne reviennent pas sur les actes qui ont généré la crise en disant on va décider de marginaliser les Russes. On enlève ça. Ce monsieur qui est président là-bas, il ne revient pas sur la loi qu'il a prise interdisant de parler le russe. Le russe, tout à fait. Il aurait pu dire ok, j'ai fait ça, c'était une erreur politique. Je reviens au Cameroun. Je reviens au Cameroun. Oui, il y a eu marginalisation. C'est nous qui avons posé le problème de la marginalisation de la communauté anglophone. Ça a permis d'arriver avec des ministres de souveraineté anglophone. Refuser ça, c'est un déni dangereux. Et dans cet esprit, j'ai dit au grand dialogue, concernant ma propre communauté, que nous sommes venus ici pour parler des anglophones. Le chef de l'État a dit de parler au-delà de cela. Moi qui ne suis pas pour qu'on change la forme de l'État, je vous annonce donc que ce comportement qui veut que
sous le prétexte que certaines personnes, certaines communautés sont nombreuses, établies au littoral, et organisent l'élimination systématique des littoraliens des postes qui leur sont constitutionnellement et légalement dévolus, est chrysogène. Pour le moment, on dit que les Sawa sont faibles, ils sont ceci. On disait la même chose pour les anglophones. Le jour où un fou Sawa, n'importe lequel va prendre les armes ici, on reviendra au troisième grand dialogue. Laissez que les Sawa existent. De même que nous devons laisser que les anglophones existent. Tout à fait. C'est clair. N'essayons pas quelque chose qui fait qu'on considère qu'ils sont combien. Parce que les Sawa sont combien. Vous prenez un poste de député. Il y a 19 sièges de députés qu'on a donnés au littoral. 9 sont occupés par des gens qui ne sont pas du littoral. Ça nous coûte 1,3 milliard de francs au minimum dans l'argent que le Parlement donne au littoral. Ceux qui ne sont pas du littoral, qui s'asseyent à la place des littoraliens, captent une partie de cet argent en concurrence d'1,3 milliard sur les 2,9 milliard. On a compris. On a bien compris le lien. Comprenez? On a très bien compris le lien. Je fais ce lien Oui. pour que les efforts qui sont faits pour amener le calme ne soient pas perturbés par une autre crise qui aurait des origines semblables. D'accord. Je termine. Avant cette campagne électorale présidentielle, je vous ai dit ici que nous n'aurons jamais la paix si nous ne donnons pas aussi le pouvoir aux anglophones. On a dit que je suis fou. Les anglophones même que j'ai voulu soutenir, eux-mêmes n'arrivent pas à assumer publiquement la revendication. Mbok a parlé de l'honnêteté dans l'affirmation de ces revendications. Est-ce que ce qu'on dit comme cause du malaise, c'est ça la vérité? C'est pour ça qu'on pose la question. Oui, il y a des problèmes des avocats, ils ne veulent pas que les notaires, ils ne veulent pas que il y ait des notaires, parce que c'est les anglophones. Donc, vous vous réclamez maintenant de la Grande-Bretagne, plutôt que du Cameroun. C'est ce qui est en Grande-Bretagne que vous préférez. C'est pour ça que vous avez égorgé à Yafo. D'accord, merci pour Je termine. Ça va faire la deuxième. Laisse que je termine. Abel. Laisse que je termine maintenant. Il ne faut pas qu'après tu dises qu'on te marginalise. Hein? Oui, je vais même dire cela. Là, ce serait ce n'est plus honnête. Là, ce n'est plus honnête. Donc, je suis en train de dire que ne mettons pas, nous les francophones, nous ne devons pas oublier que c'est nous qui avons versé le sang dans ce pays pour l'indépendance. Salomon Tandemouna, Djongu Foncha ont amené la communauté anglophone à la souveraineté, à l'unité nationale sans verser une seule goutte de sang. Et quand on est arrivé dans l'unité, on a commencé à dire qu'eux, ils sont combien? Ça fait 63 ans que nous avons le pouvoir. D'accord. Et nous ne voulons pas leur donner le pouvoir. On envoie les mandats à la télé. Expliquer que mais on est ensemble. Quand on est ensemble, mandat, on partage. Ouais. Les francophones ont confisqué le pouvoir. D'accord. Organisons-nous au nom de la recherche sincère, de la paix et de la stabilité de ce pays, pour que la communauté anglophone aussi accède au pouvoir. De même que nous nous sommes battus pour qu'elle accède à de hautes fonctions, comme tu le disais si bien, au niveau du ministère de l'Éducation. Oui, les anglophones n'avaient jamais eu un poste de souveraineté, comme l'administration territoriale, comme l'éducation, comme ils n'ont jamais eu jusqu'à maintenant un poste au ministère de la Défense, comme ils n'ont jamais eu aux finances, et bien d'autres. D'accord, mais ils ont eu. Il faut qu'on pense à leur donner ça. Merci Abel, c'est clair. Nous avons le pouvoir derrière nous. C'est déjà dit. Mais combien? Dans 7 ans, ça sera de combien? 32. D'accord. Hein? Oui. On donne le pouvoir aux anglophones. Valère Bessala. Qu'ils aillent régler ces questions-là. Ça ne va pas nous on a cette situation.